Quelle Chine avez-vous vu? Ces 9,6 millions de kilomètres carrés de territoire terrestre? Ou ces 3 millions de kilomètres carrés de territoire maritime? Avez-vous vu ces saisons changeantes et ces paysages divers, des îles tropicales jusqu'aux régions glacées? Prenons l'angle d'observation d'un oiseau. Décollons du sol jusqu'aux nuages et savourons ces images spectaculaires. Aventurons-nous dans des endroits inaccessibles pour découvrir la Chine vue du ciel. Même si vous vivez tous les jours ici, ces paysages qui vous sont familiers ne seront plus les mêmes. Du monde qui nous entoure aux demeures les plus lointaines, en passant par la nature, la géographie, les sciences humaines et l'histoire, ce vol vous fera vivre une expérience inoubliable. Partons donc sans attendre, voyager dans le ciel. Situé dans le sud-ouest de la Chine, le Guizhou est la seule province chinoise sans aucune plaine. Plus de 90% de sa surface est occupée par des montagnes et des collines. À cheval sur deux systèmes fluviaux, celui du fleuve Yangtze et celui de la rivière des Perles, des milliers de cours d'eau façonnent l'une des régions les plus riches en karstes de la Chine. Débutons notre voyage dans le Guizhou par la montagne Fanjing, où nous écouterons, dans la mer de nuages, les roches raconter le passé de la Terre. Découvrons ensuite par les airs le secret des karstes. D'en haut, admirons une forêt de milliers de pics. Sous le sol, visitons l'espace artistique de l'eau courante. Enfin, au sein des forêts aquatiques, assistons à un miracle vert se produisant sur les pierres. Il y a 1,4 milliard d'années, ce lieu était encore submergé par l'immensité de la mer. Après un mouvement de l'écorce terrestre, une île s'éleva de la surface de la mer. Ainsi naquit la montagne Fanjing. Au cours des longues années suivantes, la mer recula et le plateau monta. L'île isolée devint elle aussi le pic escarpé d'un plateau. L'humidité abondante apportée par la mousson depuis l'océan lointain se métamorphose en mer, au sommet de cette montagne qui est entourée de nuages et de brumes plus de 200 jours par an. La masse de la montagne Fanjing est composée principalement de roches métamorphiques dures. Ce type de roche moins soluble dans l'eau que le calcaire résiste bien à l'érosion du vent et de la pluie. C'est pour cela que la montagne Fanjing a su garder sa figure préservée pendant des milliards d'années. Cependant, près de 70% du territoire du Guizhou présente une morphologie karstique dominée par le calcaire. Quand l'eau coule vers le Guizhou et rencontre le calcaire, elle ne cesse de changer le visage de la Terre. À Xingyi, la montgolfière devient un belvédère aérien populaire. Les gens montent pour voir parfaitement cette forêt des 10 000 pics qui accompagne les bouillets de génération en génération.
forêt n'est point du tout prétentieux. Plus de 20 000 pics en forme conique se dressent dans cette région. Composés de pierre, ils sont également un chef-d'œuvre de l'eau. Depuis des milliards d'années, l'eau courante sculpte lentement le long des fissures des roches ce paysage magnifique sur cette terre plane couverte de calcaire. Les actions complexes de l'eau continuent de transformer les roches solubles. Des karstes de surface et souterrains de formes variées ont progressivement émergé. Ce genre de relief se trouve partout dans le Guizhou, qui est ainsi connu comme le royaume des karstes. Dans le Guizhou, le soleil brille rarement, mais lorsqu'il apparaît, il illumine immédiatement les paysages locaux. Le matin, les rayons dorés percent toute la montagne. Même les nuages qui l'entourent ne deviennent qu'un faire-valoir. L'érosion fluviale est le facteur essentiel façonnant ces grottes, chef-d'œuvre de la rivière Getu. Au fil du temps, le niveau d'eau de la rivière Getu a connu plusieurs baisses et la rivière a su trouver à chaque fois une nouvelle issue en perçant la montagne et en façonnant progressivement de nouvelles grottes. La grotte la plus haute marque donc probablement le niveau initial de la rivière Getu. Aussi petite que puisse être une grotte, pour l'homme, elle est toujours gigantesque. La paroi haute de 116 mètres est parsemée de trous, ce qui crée des conditions naturelles excellentes pour l'escalade. Seuls les grimpeurs chevronnés osent se lancer ici un défi. Après avoir pénétré cette petite ouverture, l'atelier de la rivière souterraine s'offre à nous. La rivière a creusé des dizaines de grands halls par des détours et chocs. Les travaux de sculpture plus délicats ont été confiés aux gouttes d'eau. Cette stalagmite se trouve à l'endroit où les gouttes d'eau tombent. Au cours des derniers 150 000 ans, celles-ci n'ont jamais abandonné leur objectif jusqu'à l'émergence d'une stalagmite qui s'élève à 17 mètres. Cette stalagmite, appelée casque de l'Hégémon, a été façonnée par 2 chaînes de gouttes d'eau en 350 000 ans. La création de ces œuvres n'a rien à voir avec l'homme. Tout provient de ces minuscules gouttes d'eau. Ce sont les plus patientes des créateurs, même si certaines ne seront jamais découvertes par l'homme. Le travail prodigieux de la nature a façonné ce pont naturel, mais il n'est pas né comme tel. L'eau s'était écoulée secrètement à l'intérieur de la montagne en dissolvant les pierres, faisant de la montagne un royaume de grottes. Plus tard,
toute la grotte s'est effondrée en laissant seulement une petite partie de la structure au sommet. Cette partie épargnée de la grotte est devenue désormais un pont reliant les deux côtés de la montagne. Mais tout n'a pas toujours été sauvé. Ce gouffre sous nos yeux est précisément une grotte karstique entièrement effondrée. Aujourd'hui, ce gouffre mystérieux est devenu un site touristique passionnant. Sur le pont suspendu au-dessus d'une centaine de mètres, avec des falaises hautes de plus de 200 mètres tout autour, chaque pas en avant paralyse et effraie. Frappés de terreur, les touristes, sur cette gigantesque balançoire, lancent des cris qui remplissent toute la vallée. C'est peut-être parce que les forêts de Libo sont trop enchanteresses que la rivière souterraine n'a finalement pas pu s'empêcher d'émerger du sol. Le sol s'érode facilement sur les reliefs karstiques, ce qui demande aux plantes d'avoir des atouts pour survivre ici. Les plantes s'enracinent en profondeur dans les crevasses des roches, demeurant fermes malgré les hauts et les bas de l'eau. Certaines régions karstiques dans le monde sont devenues des hamadas, tandis que ces forêts exubérantes dans le Guejo font des roches un véritable paradis. Désormais, allons découvrir les riches cultures folkloriques du Guejo. Assistons à un combat excitant de taureaux tenu durant la saison creuse. Vivons l'immense joie de la pêche en eau trouble au village de Gaotrang. Arrivons de nuit dans un village miao pour contempler les lumières des 1000 foyers. Enfin, traversons plusieurs montagnes jusqu'à un village Dong à 120 km de là pour écouter un chant merveilleux. Au mois d'octobre du calendrier lunaire, les activités ont cessé dans les champs. Les taureaux toujours dévoués à leur labeur quotidien ont enfin la chance de donner libre cours à leur tempérament. Pour savoir qui a le plus de caractère, la meilleure façon est de les faire s'opposer. Tigre du Nord-Est, roi taureau. Tous les taureaux participant au combat ont un nom majestueux. Mais le nom ne décide pas de la force. Seul le combat décide du vainqueur. Alors que les taureaux combattent ardemment, les spectateurs sont aussi passionnés. Ces gens-là, qui habitent de manière dispersée dans la montagne, ont peu d'occasion de se retrouver ensemble. Vivant longtemps dans la tranquillité, ils ne veulent absolument pas manquer ce spectacle. Tout comme dans un combat d'arts martiaux, dès que l'issue est certaine, il faut s'arrêter en temps opportun. Pour les taureaux belliqueux, les propriétaires sont obligés de retenir leurs pattes arrière. La joie de la fête réside dans la participation personnelle. Les villageois de Gaotrang à Shebing ne se contentent pas d'être de simples spectateurs. La pêche en eau trouble est leur grand festival annuel.
signal du starter, 2000 personnes se précipitent dans l'étang pour chercher chacun de leur manière des proies qui nagent habilement dans l'eau trouble. Manger du poisson est une tradition alimentaire chez les Miao. Installés dans les montagnes, les ancêtres du peuple Miao y stockaient de l'eau pour élever des poissons. L'activité productrice s'est transformée petit à petit en festival qu'on célèbre depuis plus de 600 ans. De nos jours, le festival ne consiste pas seulement à perpétuer la tradition, mais aussi à donner une raison à ceux qui vivent ailleurs de rentrer dans leur village natal. Il y a au moins 1000 ans, un autre groupe de Miao est arrivé ici pour construire un nouvel habitat. À mesure que la population s'est multipliée, les villages Miao se sont continuellement agrandis. Une dizaine de villages, à l'origine adjacents les uns aux autres, se sont progressivement réunis en un tout. Les lumières dans la montagne, autrefois parsemées comme des étoiles, illuminent la vie simple des villageois. Aujourd'hui, ces lumières constituent pour le village Miao de Xijiang une carte de visite visuelle, éclairant la voie qui le relie au monde extérieur. À la nuit tombante, les lumières devant chaque maison s'allument l'une après l'autre, jusqu'à ce que les lumières de plus de 1400 foyers brillent ensemble, faisant du plus grand village Miao du monde, niché contre la montagne, le point focal de la nuit. C'est un miracle créé ensemble par plus de 6000 villageois qui, en allumant leurs propres lampes, éclairent aussi le paysage pour les voyageurs. Dans le sud-est du Guizhou, la plupart des Miao vivent dans les montagnes, tandis que les Dong préfèrent s'installer dans les vallées. Pour les Dong, dépourvus de leur propre écriture, le chant est la meilleure solution pour enregistrer l'histoire ou parler d'amour. En général, un chœur de plus de 60 personnes peut être appelé un grand chœur. Celui des Dong dépasse souvent les 500 personnes. Pour un chœur d'une taille aussi grande, comment assurer une bonne coordination ? Les Dong ont leur propre astuce. Les cantors sont les régulateurs du chœur. Ils donnent de temps en temps des signaux rythmiques pour diriger le chœur. De plus, à l'aide des gestes, les chanteurs peuvent suivre un rythme uniforme. Sans chef d'orchestre et sans répétition, les Dong chantent leur grand chant à haute voix. En volant à travers la montagne Wumang, découvrons les différences entre l'intérieur et l'extérieur de la montagne. Du sommet, rencontrons le manipulateur mystérieux de la météo. Au-dessus de la gorge,
admirons la traversée gracieuse du pont le plus élevé du monde. Enfin, apprenons le code de la route en ville avec des enfants qui ont réussi à sortir de la montagne. Dans le Guizhou, il pleut souvent et le soleil brille rarement. À haute altitude, il est plus facile de voir les raisons de ce climat. Chaque année, de septembre à mars de l'année suivante, l'air froid du nord parcourt de longues distances jusqu'ici pour tenter de franchir le plateau Yunnan-Guizhou. Barré par des chaînes de montagnes trop fortes pour lui, l'air froid s'arrête finalement avant de sortir du Guizhou. Le front d'air froid qui reste ici longuement est connu comme le front quasi-stationnaire du Yunnan-Guizhou. Les nuages et brumes qui oscillent et persistent donnent au Guizhou un temps pluvieux. Le climat humide nourrit, sur la montagne haute de plus de 2000 mètres, la plus grande prairie naturelle du sud-ouest de la Chine. Grâce à 100 000 mous, environ 6667 hectares de prés, le Guizhou, dominé par les montagnes, possède aussi une vaste terre plane. Pour assurer le transport entre les montagnes et vallées, le pont est le moyen le plus efficace. « 556 mètres, telle est la distance entre le tablier du pont de la rivière Beipan et la surface de l'eau. Une fois achevé, il est devenu le pont le plus élevé du monde. Parmi les 100 viaducs les plus élevés du monde, près de la moitié se trouve dans le Guizhou, comprenant quasiment tous les types existants. Dans le Guizhou, l'unique province chinoise sans plaine, on traverse les vallées grâce à plus de 10 000 ponts et on surmonte les obstacles via les autoroutes. Dans les montagnes qui s'enchaînent à perte de vue, des plaines à grande vitesse ont frayé des chemins sans précédent vers les régions autrefois reculées. Seulement 3 ans après la mise en service du pont de la rivière Beipan, un autre record mondial dans le domaine de la construction des ponts a été atteint dans le Guizhou. Avec une hauteur de 332 mètres, sa tour principale s'impose comme la tour de pont en béton la plus élevée du monde. Voici le moment crucial de la jonction des deux sections du pont qui recevra ensuite un examen exceptionnel. Des centaines de capteurs surveilleront le pont en temps réel pendant 2 jours consécutifs, au cours desquels 2 camions de 35 tonnes rouleront dessus à des vitesses variées. Toute légère vibration du pont sera captée par les capteurs de haute sensibilité. Ensuite, 40 camions de poids similaires viendront exercer une pression à des points clés de la structure du pont. Toutes les données de surveillance seront analysées et évaluées suivant le système de calcul le plus rigoureux. Dans les 2 derniers jours de 2019, ce pont a officiellement été mis en service. Une fois les routes construites, le parfum du thé de la montagne peut se répandre vers des endroits plus lointains. Cette magnifique verdure provient des plus vastes plantations continues de thé au monde.
Au printemps, la cueillette est pratiquée à la main, tandis qu'en été et en automne, ce sont les machines qui prennent le relais. 3 personnes travaillent ensemble. Les lames coupent les feuilles fraîches qui filent ensuite dans le sac. Un trio de travailleurs chevronnés peut cueillir une quantité qui autrefois nécessitait 40 personnes. En plus d'être consommées par infusion, plus de feuilles de thé sont transformées en matcha et condiments utilisés dans la vie quotidienne. De nos jours, le Guizhou compte la plus grande superficie de plantation de thé du pays. La mer de thé, avec son immensité et sa vitalité, soutient le rêve de beaucoup de personnes pour la fortune. Les efforts d'une génération visent plus ou moins à créer une vie meilleure pour la génération suivante. Dans le Guizhou, de plus en plus de personnes voient leur vie franchir un palier. Ces enfants originaires de la montagne Wumang sont de nouveaux résidents ayant déménagé à Anshun avec leur famille ces dernières années, grâce à la politique d'aide aux plus défavorisés par le relogement. Hier, la route menant à l'école était un sentier de montagne raboteux. Aujourd'hui, la route menant à l'école est sillonnée de voitures. Sur la route construite à l'intérieur du campus, l'enseignant conduit lentement pour apprendre aux enfants de traverser la route correctement. C'est une leçon spécialement imaginée par l'école. La police routière a préparé un cours de circulation et a chorégraphié des gestes pour rendre les règles de circulation plus faciles à comprendre et retenir. La nouvelle école ouvre aux enfants un chemin qui leur permet d'aller de l'avant vers un avenir plein d'espoir. Pendant ce voyage à la recherche de merveilles, collectons des trésors des montagnes. Attendons sur un lac paisible des invités venus de loin. Visitons la cascade Huangguoshu, où une rivière ordinaire peut aussi créer la chute d'eau la plus magnifique possible. Pénétrons dans un bois de cerisier pour découvrir le romantisme du printemps. Et enfin, admirons l'image splendide donnée par les azalées à la terre. Le lac Caohai est le plus grand lac naturel d'eau douce sur le plateau du Guizhou. À une certaine période, la surface du lac Caohai fut réduite à 1/5 de ce qu'elle est aujourd'hui en raison du drainage pour la création de champs. Dans les années 1980, conscient de l'impact écologique causé par l'expansion des champs, on a commencé à rendre les terres arrachées au lac. L'eau submergeant les champs le long de ses rives, le lac Caohai a progressivement retrouvé son environnement écologique initial. Pour ne pas déranger le lac, le dernier belvédère a aussi été démoli. Le lac Caohai, tranquille et propre, peut enfin recevoir ses vieux amis qu'il n'a pas vus depuis longtemps. Chaque année, plus de 1600 grues à cou noir, originaires de la steppe de Zoige, dans le Sichuan, s'envolent vers le lac Caohai pour y passer l'hiver. Peut-être que faire don en silence est la seule façon de traiter ses amis avec sincérité.
Les oiseaux migrants se rassemblent progressivement. Il semble que la nourriture d'ici leur plaît beaucoup. Une rencontre des eaux se tient dans la gorge de la rivière Maling. Une centaine de ruisseaux y participent pour réaliser leurs rêves d'envol. L'apparition de la gorge coupe le chemin. Sans préparation, les ruisseaux s'envolent dans les airs. Ces chutes inattendues font de ces ruisseaux des cascades magnifiques suspendues à la paroi de la falaise. Il s'agit d'une répétition anticipée de la convergence des eaux qui désormais s'unissent en un tout et partagent le même nom, la rivière Maling. Dans la nature, les eaux qui chutent subitement des hauteurs ont deux appellations différentes. Lorsque la chute est faible, on les appelle eaux tombantes. Si la chute est importante, on préfère les appeler cascades. La rivière Baishui se déverse depuis une falaise de 77,8 mètres de haut et de 101 mètres de large, créant l'une des cascades les plus magnifiques en Chine. Chaque année, de mai à août, c'est la période d'abondance d'eau de la cascade Huangguoshu. Certaines années, plus de la moitié des eaux de l'année tombent pendant cette période. Par conséquent, même par un temps ensoleillé, les visiteurs doivent ouvrir tôt leur parapluie ou mettre un imperméable pour admirer la grande cascade. Derrière la cascade se cache une grotte longue de 134 mètres où les visiteurs peuvent sentir la puissance des courants. Mais, quand on discute ici, il faut parler fort. Si les fleurs de cerisier méconnaissent leur beauté, le lac Hongfang peut leur servir de miroir. En mars, les cerisiers Yoshino blancs accueillent le printemps. Puis, les cerisiers du Japon rouge s'épanouissent les uns après les autres. Ces deux espèces offrent ensemble une romance qui dure plus d'un mois. Ici se trouvent plus de 700 000 cerisiers dont les fleurs s'étendent telle une mer sur plus de 800 hectares. Sous cet océan de fleurs se trouve une immense foule. Les filles en habits de printemps rivalisent avec les fleurs pour voir qui sont les plus belles. À Bijie, les gens prennent l'hélicoptère, non pas parce qu'ils aspirent au ciel, mais pour regarder vers le bas. Car ce ruban multicolore qui s'étend sur une cinquantaine de kilomètres ne peut être admiré que depuis le ciel. Plus de 50 espèces d'azalées sauvages composent le plus grand jardin naturel du monde. Cette mer de fleurs gagne en popularité. Si le parc a l'air très animé en ce moment, il ne peut recevoir autant d'admirateurs qu'environ 2 mois par an. Ces azalées, qui couvrent une superficie totale de plus de 125 km², se tiennent discrètes pendant la majeure partie de l'année, pour ne faire leur apparition étonnante qu'au début du printemps.
Maintenant, rendons-nous dans les régions mystérieuses du nord du Guizhou. Naviguons le long de la rivière Cheshui pour découvrir un art ancien sur l'eau. Puis, allons à un petit bourg animé et savourons le parfum de l'alcool. Enfin, visitons un site révolutionnaire qui nous évoquera les années extraordinaires de la longue marche. Le bambou est polyvalent dans la vie des habitants du Guizhou. Les bambous vieux de plus de 4 ans sont d'autant plus appréciés. L'exploitation modérée assure une longue vie à cette forêt de bambous. En sélectionnant soigneusement de vieux bambous, on laisse également de l'espace aux jeunes bambous pour qu'ils puissent croître. Aujourd'hui, les bambous peuvent sortir facilement de la montagne, mais les plus courageux ont repris un art ancien de leurs ancêtres, le rafting sur une tige de bambou. À l'époque où le transport était difficile, les bambous étaient attachés en rangée pour qu'ils flottent dans la direction du courant. Pour bien les surveiller, les habitants de Cheshui prenaient une tige de bambou comme bateau et en tenaient une autre à la main pour garder l'équilibre. Les bambous et les hommes flottaient ensemble. De nos jours, ce savoir-faire est devenu un jeu excitant. Les gens pratiquent librement le rafting sur l'ancienne voie navigable pour démontrer leur habileté et leur courage. Un autre savoir-faire traditionnel, également lié à cette rivière, occupe encore la vie de beaucoup de personnes. Les habitants de Maotai croient que l'eau de la rivière Cheshui est un ingrédient exceptionnel. Mélangée avec du sorgho glutineux local et traitée selon des techniques traditionnelles, elle peut créer le Maotai unique. La fabrication de celui-ci demande beaucoup de patience. Tous les efforts ne servent qu'à réaliser la magnifique transformation de l'eau et des graines. Les vapeurs qui s'échappent de l'usine viennent du sorgho cuit à haute température. L'ensemble de la production dure une année entière. La fermentation doit à elle seule être répétée 8 fois. Aujourd'hui, avec le Maotai qui embaume d'innombrables foyers, le petit bourg a créé un véritable miracle commercial. Des transformations magiques ont toujours favorisé cette terre. En janvier 1935, l'armée rouge des ouvriers et des paysans de Chine entra dans la ville de Zunyi pour un court repos. Avant cela, elle avait parcouru de longues distances pendant 3 mois dans le sud du pays. Où devait-elle aller? Ce fut la première question à laquelle elle était confrontée. C'est dans ce bâtiment que le comité central du PCC tint une réunion décisive qui remit la direction du comité central du parti et de l'armée rouge à Mao Zedong. Ensuite, sous la direction de celui-ci, l'armée rouge traversa 4 fois la rivière Cheshui, vainquit ses ennemis supérieurs en nombre et brisa leur encerclement. La réunion de Zunyi sauva le parti, l'armée rouge ainsi que la révolution chinoise au moment le plus critique de son histoire. Le prochain trajet relie le présent et l'avenir du Guizhou. Volons vers les montagnes et forêts en ville pour rencontrer un groupe de résidents spéciaux. Admirons un spectacle romantique donné par la technologie moderne avec le ciel comme décor. Dans la zone nouvelle de Gui'an, voyons comment les quantités massives de données venues du monde entier sont stockées. Enfin, en suivant le regard du radiotélescope FAST, contemplons l'immensité de l'univers. Il existe 2 villes de Guiyang. L'une est ancienne, l'autre est nouvelle.
nouveaux bâtiments se sont dressés, redéfinissant la silhouette de la ville. Les gratte-ciels qui percent les nuages portent les attentes des gens sur l'avenir. Au pied des grands immeubles, la rivière Nanming coule tranquillement dans la vieille ville. Le pavillon Jiaxiu, situé sur la rivière, comme il le fait depuis 400 ans, accompagne les habitants de Guiyang et goûte aux saveurs de leur vie. Le jeu de toupie est habituellement un jeu d'enfant. Mais il paraît que ces toupies à Guiyang sont trop lourdes pour les gamins. Les plus ordinaires pèsent de 3 à 5 kilos, tandis que les plus grandes peuvent atteindre des dizaines de kilos. Pour faire tourner une telle toupie, il faut que plusieurs personnes prennent des relais. Au bout de moins d'1 minute, on sue déjà à chaudes gouttes. Mais c'est précisément ce qu'ils désirent. Par un temps humide et pluvieux, la sueur permet de chasser l'humidité à l'intérieur du corps. Il y a plusieurs façons de transpirer. Certains choisissent de libérer leur passion la nuit. Après une journée de travail, les jeunes fréquentent les places. Le téléphone portable allumé, tout le monde peut devenir un danseur enthousiaste. En suivant n'importe quelle cadence, on danse librement sans avoir à garder ses mouvements uniformes. Avec ces danses sur les places publiques, la joie règne dans de nombreuses soirées. Les macaques n'aiment pas que vivre dans les forêts éloignées. Certains apprécient d'être près des habitats humains. Dans les années 1950, quelques macaques ont pénétré par hasard dans cette forêt de ville. Au départ, ils n'attiraient pas beaucoup l'attention. Plus de 60 années plus tard, ils se sont bien installés et ils ont prospéré, devenant une famille d'1 millier de membres. Maintenant, amis des habitants de Guiyang, ils partagent avec les visiteurs du parc le paysage et le soleil. Les nouvelles technologies ont fait émerger de multiples idées tellement originales que les scènes terrestres n'arrivent pas à les mettre en scène. Ainsi, des lumières LED ont été emmenées par des drones au-dessus de la ville. Du singe à l'homme, puis au robot, l'évolution a été soigneusement calculée à chaque étape. La fleur des mégadonnées s'épanouit. La carpe saute la porte du dragon. L'imagination des gens sur l'avenir est clairement représentée devant nous. Les mots et motifs changeants expriment l'amour du public pour cette ville. Aujourd'hui, le monde où nous vivons est de plus en plus enregistré et stocké en forme de données. L'importance de trouver un dépôt sûr à ces données s'affirme de jour en jour. La
La nouvelle zone de Gwe'an, éloignée de la zone sismique et dotée d'une structure géologique stable, est un très bon choix. En plus de la stabilité, les équipements de stockage doivent aussi garder la tête froide. La température moyenne ici est inférieure à 23 degrés Celsius même en été. Cela constitue dans ce cas un avantage naturel. Des dispositifs supplémentaires ont été également développés. En cas de besoin, le système de refroidissement à eau permet aux équipements de refroidir rapidement. La montagne creusée les isole de la chaleur extérieure, étant en cave les mégadonnées provenant du monde entier. Voici l'œil céleste de la Chine, de renommée mondiale. Il est actuellement sous révision. À l'aide d'un ballon à hélium de 7,6 mètres de diamètre, on essaie de se tenir à sa surface. Il s'agit d'un revêtement métal épais d'1 millimètre qui ne peut résister à une trop grande pression. Le ballon géant à hélium permet de réduire le poids de l'équipe de maintenance à 1/6 de son poids initial. Cela donne une expérience proche de ce que serait marcher sur la Lune pour un être humain. Un grand soin est apporté tout au long de ce processus pour assurer que cet instrument de précision reste intact. L'œil céleste de la Chine désigne le radiotélescope sphérique de 500 mètres d'ouverture, FAST. Il s'agit du plus grand et du plus sensible radiotélescope à ouverture unique du monde. Il est capable de capter des signaux les plus faibles de l'univers, de détecter des astres moins lumineux et de nous aider à percer davantage de secrets de l'espace. Depuis son inauguration en 2016, l'œil céleste, situé dans les montagnes du Guizhou, porte son regard au loin sur les profondeurs de l'univers, nous menant aux confins du monde connu.